Salut, donc je suis très content de faire ce premier volet de podcast. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, je ne sais pas à quelle fréquence, il y en aura sûrement d'autres. On va commencer avec un sujet avec une base, le dessin, et si je commençais de zéro. Avant ça, vous allez peut-être entendre un petit bruit de fond. En bruit de fond, j'ai un Velux en face de moi avec de la pluie. Donc c'est normal, il y aura peut-être des éléments un peu perturbants en fond, mais je me suis dit que c'était pas finalement pas si perturbant que ça et que ça peut avoir quelques vertus, on va dire, assez reposantes. La pluie, c'est pas forcément gênant, ça peut faire une ambiance sonore aussi qui est pas désagréable. Donc voilà, j'ai voulu explorer un nouveau format qui soit un peu plus de l'ordre de la conversation, même si je suis seul, c'est pas une interview. Ça va me permettre d'explorer et d'aborder des sujets qu'on n'a pas forcément ensemble l'occasion d'aborder dans des vidéos courtes. Je le fais un peu dans mes emails, si vous me suivez par email. Si vous êtes abonné à mes emails privés, c'est vrai que j'envoie des conseils par email qui sont souvent un peu plus longs, un peu plus poussés et un peu plus écrits. Mais le podcast, c'est l'occasion de dire les choses de manière un peu plus libre et de parler librement d'un sujet. Alors le dessin, si je commençais de zéro. Donc le dessin DE2SIN et le dessin DE2SEIN. Le dessin, c'est projet, le dessin comme projet. Et effectivement, vous avez le projet d'apprendre le dessin, surtout si vous, en principe, si vous me suivez, quoi. On va aborder différents sujets. C'est quoi apprendre concrètement le dessin? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Les points importants pour pratiquer de manière efficace aussi, je vais vous donner, arriver à progresser, mais ça ne sera pas forcément technique. Et c'est aussi la raison pour laquelle je fais ce podcast, c'est que finalement la technique n'existe pas vraiment. Alors là, c'est un grand débat, mais existe, mais est assez secondaire finalement, puisqu'il n'y a pas de technique très spécifique, si vous voulez, comme par exemple le tailleur de pierre, qui lui va avoir une façon de tenir l'outil, une façon de tailler la pierre qui est bien spécifique, ou un tourneur, par exemple, un sculpteur, quelqu'un qui va tourner un pot, qui va faire monter une sculpture, comme vous l'avez peut-être déjà vu faire. Ça, c'est une technique hyper spécifique. Si vous l'avez jamais fait de votre vie, ça va être très compliqué. En fait, le dessin, c'est quand même quelque chose qui se rapporte à notre vision et à notre capacité à voir et à interpréter ce que l'on voit ou à ne pas interpréter, justement. Alors, ce podcast s'articule autour de deux parties. Donc, une partie pourquoi. Pourquoi on dessine, si on remonte vraiment aux fondamentaux. C'est intéressant de se poser cette question parce que ensuite il y aura une seconde partie qui va être le comment. La première partie permettant de mieux répondre et comprendre plus clairement à la deuxième. C'est l'intérêt en fait d'avoir le pourquoi avant le comment. C'est un processus naturel dans l'étude de ce que peut être une discipline comme le dessin. Alors déjà, on commence par le pourquoi. Alors, il est important de revenir à l'origine, selon moi, savoir la question ou l'une des questions qui nous viennent naturellement, c'est pourquoi on dessine, qu'est-ce que ça nous apporte, où ça nous mène fondamentalement. Alors, il y a des tas de raisons, effectivement, on peut dire que chacun a les siennes. Pourquoi on fait telle ou telle chose, c'est effectivement pour des raisons souvent personnelles, mais pas seulement. On voit que il y a énormément de choses qui sont conditionnées par notre vie, notre vécu, notre quotidien, mais aussi notre entourage, mais aussi notre culture, notre éducation et l'endroit où l'on vit. Donc, les raisons sont souvent un peu les mêmes pour tout le monde. Alors, il y a les raisons profondes et qui sont souvent plus difficiles à déceler, et il y a les raisons un peu clichés qui nous viennent à l'esprit parce qu'on les a déjà entendues, comme le besoin de liberté, de s'exprimer, de communiquer, etc. Ça, vous avez sûrement déjà entendu ça, on va y revenir. Ça peut être vrai dans certains cas. Effectivement, le besoin d'expression, il est là, le besoin de communiquer est là. Beaucoup remontent, effectivement, et moi-même, je fais le parallèle avec les premiers hommes, c'est-à-dire ceux qui ont peint dans les grottes de Lascaux et qui ont fait des peintures effectivement magnifiques. Mais est-ce que cette comparaison est encore possible à notre époque? Ça, c'est une vraie question. Pour quelles raisons ont-ils fait ça eux-mêmes? Est-ce qu'ils étaient motivés par le désir de laisser une trace, déjà, de passer à la postérité? C'est une question intéressante. Mais nous, on n'est plus chasseurs-cueilleurs et on ne
présente plus de scènes de chasse fondamentalement. Et les motivations des hommes préhistoriques étaient souvent les mêmes, sûrement aussi les mêmes que les nôtres, c'est-à-dire que elles étaient aussi artistiques, je pense, parce que nous sommes, nous sommes beaucoup à avoir je dirais, une motivation artistique intrinsèque, c'est-à-dire un instinct artistique. Alors quand on se pose vraiment la question, en réalité, du qu'est-ce que ça nous apporte et pourquoi on le fait, ça peut être beaucoup plus simple. Ça peut être tout simplement et fondamentalement, ce qui peut nous rassembler sur cette question, ça peut être une recherche esthétique et au-delà, une recherche tout court. Sur ce qu'on cherche, on n'est pas tous, effectivement, on ne recherche pas tous exactement la même chose, mais la recherche esthétique, elle est globale. Vous cherchez à faire quelque chose de beau, quoi. C'est un fondement majeur. Je pense que ça pourrait être réussir à créer avec ses mains quelque chose de beau. Et ça, c'est une donnée simple. Et c'est une donnée qui résiste à l'épreuve du temps, qui est un peu, qui est reconnue par toutes les époques finalement. Pas qui nous plaise fondamentalement. Qui nous plaise, c'est autre chose parce qu'on peut se contenter. On a effectivement différents goûts, mais il y a quand même des choses qui traversent le temps. Et le beau, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais le beau de manière universelle, ça existe, quoi. Quand on regarde un Goya ou une peinture de, je ne sais pas, si vous regardez des Léonard de Vinci, le radeau de la Méduse, par exemple, du Géricault, eh bien, il y a un savoir-faire, il y a une technique, mais au-delà, il y a de l'esthétique, et cette esthétique est encore reconnue dans nos musées aujourd'hui. Ce qui sera peut-être pas le cas. Ça, c'est un autre débat avec certaines œuvres d'art contemporain. C'est-à-dire que si, je sais pas, dans 200, 300 ans, ou même 1000 ans, des gens découvrent Jeff Koons, par exemple, ou, je sais pas, n'importe quel autre artiste contemporain, et voient une sculpture de Jeff Koons, pour prendre un exemple bateau, j'ai rien contre Jeff Koons particulièrement, ils vont se dire... ils vont peut-être pas avoir le même sens esthétique et se dire que, en comparant ça à un Géricault ou un Caravage, ils vont peut-être pas se dire que finalement c'est un créateur ultime et c'est quelqu'un de très reconnu, d'extrêmement reconnu dans son époque qui l'a fait, et ils ne vont peut-être pas en déceler les qualités artistiques, les mêmes qualités artistiques. Donc c'est un débat intéressant, mais le beau, de manière universelle, de manière intemporelle surtout. Il y a beaucoup, Picasso par exemple, disait ça de la modernité, c'est-à-dire que la modernité, c'est pas forcément le dernier truc à la mode, ou le dernier cri, ou le truc le plus proche chronologiquement de nous. La modernité, c'est ce qui traverse les époques, fondamentalement. Et ça, c'est une définition assez large, mais finalement assez précise. Quand vous voyez quelque chose et qui finalement résiste à l'épreuve du temps, c'est une donnée, en général, assez universelle, réussir à créer ce type d'objet, ou créer ce type de tableau, ou ce que vous voulez. Même pour un artisan, créer tout court, pas seulement en parlant d'art et de qualité artistique, on parle d'art graphique. C'est une donnée vraiment assez complexe à faire, mais c'est quelque chose d'ultime, quoi, qu'on recherche tous, à mon avis. Donc finalement, ça revient à créer une chose ou quelque chose qui paraisse évident, une chose évidente, comme si elle avait toujours existé finalement. C'est le point de départ, c'est une recherche, un aboutissement esthétique, mais c'est une recherche tout court dans le sens où la recherche fait partie du processus créatif, on le sait, et il y a un bonheur aussi, un plaisir de faire qui est très très important. Si vous dessinez, si vous peignez, je vous le dis souvent, vous ne devez jamais quitter ce plaisir. On est motivé par ça, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait poursuivre et continuer. Alors finalement, moi je vous donne mon expérience et puis celle de peintres, de sculpteurs, même d'illustrateurs que j'ai pu rencontrer. C'est quand même une recherche quotidienne, c'est motivé, leur démarche est motivée pas par l'aboutissement finalement, même si c'est important de terminer les choses et que ça fait partie de... Voilà, c'est quand même pour ça aussi qu'on le fait, mais c'est toujours motivé par le chemin. C'est-à-dire, c'est pas la fin, terminer le chemin, c'est motivé par la recherche. Le fait de résoudre un problème. C'est comme un jeu finalement, de faire face à un problème de couleur, un problème de perspective, de ne pas trouver, de rechercher, puis de trouver la solution. Donc faire un pas, puis un autre, puis un suivant, jusqu'à aboutir à un résultat qui doit être le meilleur possible et le plus sincère possible finalement. Parce qu'il y a une histoire aussi de sincérité
dans le sens où certaines œuvres, on le sait, hein, et puis on peut le voir, sont motivées par des choses intrinsèquement qui sont liées à la reconnaissance sociale, au fait de vouloir exister. Alors c'est légitime artistiquement, mais il y a des gens qui veulent être success peintres ou avoir du succès, ça peut être une motivation très forte. C'est prendre aussi un raccourci par rapport à tout ce travail de recherche. Ça peut être quelque chose de très malin, mais qui est lié finalement à la rapidité de notre époque. On peut être artiste aujourd'hui sur Instagram, ça pose aucun problème. Il y a énormément de photographes, qui est l'émergence de la photographie. Par la facilité technique, c'est moins laborieux que de faire une peinture. Alors je ne dis pas, attention, je ne dis pas que ça vaut moins, parce que je ne compare pas. Il est hors de question pour moi de comparer. Il y aura toujours de très bons photographes, de très mauvais peintres. Celui qui passe le plus de temps n'a pas forcément raison. Mais la sincérité dans ce qu'on fait, c'est quand même une donnée très importante. Parce que vous allez en tirer énormément de fierté. Il y a cette notion-là. Le dessin et créer quelque chose de beau, justement, c'est lié aussi à une satisfaction. Et il ne faut pas l'oublier. Pourquoi on le fait ? On le fait aussi pour un état psychologique qui nous rend finalement plus fiers, une certaine vérité pour nous, un aboutissement. Sentir finalement qu'on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire sur un dessin, sur une peinture, et qu'on ne peut pas aller plus loin, de verrouiller les choses. C'est important aussi de faire ça, même si l'apprentissage du dessin au sens basique, au sens pédagogique, n'inclut pas finalement de passer trop de temps, mais on va y revenir sur le processus, effectivement. Le comment va nous en dire un peu plus sur le processus. Et c'est pas forcément en passant des heures et des heures, ça j'y reviendrai, mais il est important finalement de faire aboutir certaines choses, et c'est pour ça qu'on pratique et c'est pour ça qu'on apprend. Alors le dessin, qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Bon, là on a vu un petit peu les raisons qui peuvent nous paraître évidentes, mais pourquoi on le fait, quoi ? Et ce que ça peut nous apporter, quand vous dessinez, vous êtes amené à entraîner et à améliorer bien plus de choses que vos capacités graphiques ou votre observation finalement. C'est le fait d'aboutir effectivement à un résultat, mais être un peu meilleur à chaque tentative. Même s'il ne faut pas y penser, aller vers le beau, ça inclut une marge de progression. Nous sommes des êtres de progression, c'est-à-dire qu'on ne régresse pas. Notre cerveau, quand on passe un certain temps sur une tâche, il y a la fameuse théorie des 10 000 heures. Donc c'est la règle des 10 000 heures. Ça a été théorisé par un auteur américain qui s'appelle Malcolm Gladwell, je crois. Je vous mettrai le nom en description. Et donc ces 10 000 heures, il dit que quand vous avez passé 10 000 heures finalement sur un sujet, quel qu'il soit, à apprendre quelque chose, que ce soit le violon, que ce soit la poterie ou autre, eh bien vous allez avoir une aisance et vous allez exceller quelque part dans une discipline. Donc 10 000 heures, c'est beaucoup, effectivement. Il ne faut pas penser à ce qui vous attend au futur. Il ne faut pas penser au passé. Il faut pas penser présent. Et c'est la caractéristique de tous les créateurs et les créatifs, de tous les gens qui pratiquent. En fait, vous devez être plongé dans le présent et on va y venir tout de suite. C'est quelque chose d'extrêmement positif et valorisant, cette quête d'amélioration, être un peu meilleur à chaque nouveau dessin, à chaque nouvelle tentative. Vous pouvez d'ailleurs, un très bon truc, c'est de finalement vous le dire consciemment. À partir du moment où vous commencez quelque chose, vous pouvez vous dire « Eh bien, je vais essayer d'être 3-4%, de quantifier comme ça, meilleur que mon dessin sera meilleur de 3, 4, 5%, même si c'est pas quantifiable. C'est quelque chose que vous écrivez, même que vous pouvez écrire, et vous vous dites qu'il sera meilleur que le précédent, et vous l'écrivez, et ça vous permet d'avoir une conscience beaucoup plus aiguë de ce que vous faites, et le fait de le formuler va vous permettre d'en être beaucoup plus conscient, et ça sera plus simple d'atteindre votre objectif. Cette simple donnée va faire que ça sera plus simple. Alors, améliorer sa technique et par extension, s'améliorer soi, prendre de la confiance, c'est maîtriser, c'est savoir représenter finalement. Le dessin, à la base, c'est quand même un mode représentatif, même s'il y a le dessin d'imagination, mais le dessin d'imagination n'est jamais qu'une donnée, une poursuite du dessin
représentatif, hein. C'est maîtriser un nouveau mode de communication, un nouveau langage que peu de gens connaissent. Et ça vous fait entrer quelque part dans un club, hein, ou dans un cercle un petit peu plus fermé de gens qui savent par rapport aux gens qui ne savent pas être. Et ça, c'est aussi extrêmement positif et valorisant de maîtriser un nouveau langage, comme si vous appreniez une nouvelle langue finalement. Moi, je parle pas russe et si du jour au lendemain, ou en y passant 10 000 heures, je parlais russe, je serais extrêmement valorisé quand je parle russe devant des gens qui ne parlent pas russe. Les gens sont bluffés finalement par ce que vous faites. Vous développez des facultés qui sont un peu à part et qui ont l'effet de super pouvoir, entre guillemets, sur pas mal d'entre nous. Et puis, il y a le plaisir beaucoup plus simple de créer quelque chose, de centrer une partie de votre vie sur la création, hein. C'est basculer finalement dans un autre monde, c'est un voyage, hein. Il y a d'artistes qui n'ont pas eu besoin de voyager, qui restent toujours dans leur atelier, hein. On parle beaucoup de voyages qui rendent créatifs, qui permettent de travailler. Le voyage, c'est bien pour avoir des idées, mais quand vous êtes en recherche, je parle de travail graphique, il faut avoir du matériel sous la main, il faut avoir une bulle à soi, et on va y revenir sur le comment. Centrer une partie de sa vie sur la création fait que vous voyagez tous les jours, hein. Et ça, de manière psychologique, vous n'avez pas besoin d'être forcément ailleurs, puisque le simple fait de pratiquer cette discipline vous fait basculer dans un autre monde. Et ça, c'est une expérience qui est extrêmement positive. Ça vous permet de vous connecter plus facilement à vos sensations et d'aller chercher des choses inconscientes. Quand vous dessinez ou vous peignez, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous pratiquez déjà, ou vous faites une activité assez intense, au bout de quelques temps, vous basculez dans un autre état. Et plus vous allez atteindre cet état régulièrement, plus il sera facile à atteindre. Alors cet état, il a été théorisé par un psychologue hongrois qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. Alors je le prononce très mal et je l'ai sûrement mal prononcé, mais c'est un psychologue hongrois qui a défini ça comme une expérience optimale qui s'appelle le flow, hein. Donc je vous mettrai le lien en référence de son bouquin, qui dit que finalement, c'est une expérience que vous pouvez ressentir dans différentes disciplines, hein. C'est quelque chose, c'est un état créatif profond, quelque chose qui va vous permettre, que vous allez atteindre quand vous allez être très, très, très concentré, dans un état de concentration optimal. Au bout de quelques temps, vous allez ressentir le temps s'arrête et vous allez être pleinement dans ce que vous faites, vous allez ressentir ce que vous faites et rien, le monde autour n'existera plus. Eh bien, cet état va vous permettre d'avancer et de ressentir les choses bien plus intensément et bien plus efficacement que si vous étiez hors flow. Donc, vous pouvez le ressentir dans différentes disciplines, comme le sport, par exemple. Il y a des sportifs de haut niveau ou des sportifs qui s'entraînent très intensément. Vous pouvez, si vous faites des séances de sport intensives ou intenses au travail, vous pouvez atteindre quand vous faites une tâche créative comme écrire. Mais aussi, il est dit que dans des tâches répétitives, type travail à la chaîne, vous pouvez atteindre effectivement. C'est lié au bonheur aussi, au bonheur dans ce que vous faites. Si vous ressentez du plaisir dans ce que vous faites, ou si vous êtes pleinement concentré, parce que c'est lié aussi à l'état de concentration, eh bien, vous allez atteindre à un moment quelque chose qui, pendant une période plus ou moins longue, alors effectivement, ça nécessite vraiment d'être concentré et à fond dans ce que vous faites, eh bien, vous allez ressentir ce flow. Donc, je m'étends pas plus sur le sujet. Vous avez un bouquin qui s'appelle Le Flow, je crois. Je vous mettrai le lien en référence si ça vous intéresse. Alors maintenant, on va passer à la seconde partie qui est le comment. Comment, finalement, apprendre de manière efficace le dessin. Alors, encore une fois, ça va pas être quelque chose de technique. Je vais pas vous donner d'exercice là. Je vais vous parler effectivement de comment se mettre dans les meilleures conditions et comment pratiquer de manière efficace au sens large. Le dessin, c'est énormément... moi, je pense pas au 50-50. Je pense vraiment au 70, 80, 80-20. C'est de la psychologie. Le fait de se dire qu'on n'y arrive pas, pour la plupart des gens, qu'on n'a pas de talent,
Cette notion de talent, j'y reviendrai aussi, pour lui tordre le cou une nouvelle fois. Vous savez que moi, le talent, j'y crois, effectivement, il y a des gens très talentueux, mais c'est une minorité d'entre nous. Je ne vais pas faire de débat là-dessus parce que je vais m'écarter du sujet. Comment finalement pratiquer efficacement? C'est d'abord, la première chose que je voulais vous dire, c'est répéter, quantifier, faire la même chose tous les jours. Le dessin, c'est une discipline qui implique de la régularité comme un sport. Si vous faites de la danse classique, vous allez devoir répéter. Si vous faites du piano, vous allez devoir répéter vos gammes. Alors ça peut paraître un peu rébarbatif et on n'a pas forcément cette idée avec le dessin et les arts graphiques, c'est toujours un truc un peu plus vague pour les gens. Ils se disent que finalement on a du talent, on prend un crayon et il n'y a pas de gamme, il n'y a pas de répétition à faire. Or, c'est faux. Il faut absolument répéter. Pas forcément, effectivement, sur la durée, la longueur, il y a des rythmes. Les rythmes, on peut les faire varier. Il ne s'agit pas de passer 4 heures par jour à dessiner, parce que au début, vous n'allez pas avoir de résultats et puis vous allez vous dégoûter. Donc, c'est pas la peine de faire ça. Mais la régularité, c'est une donnée hyper importante, c'est-à-dire que tous les jours, c'est l'idéal, tous les 2 jours ou tous les 3 jours, essayez de vous faire un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes de dessin. C'est déjà super. Alors la première donnée, effectivement, c'est notre environnement. C'est très très important quand on dessine d'avoir un environnement propice, adéquat, c'est-à-dire avoir un bureau à soi, une pièce ou ne serait-ce qu'un petit coin, effectivement, à soi. Ne pas être dérangé, mieux réfléchir, augmenter votre niveau de conscience finalement. Réfléchir à ce que vous faites sur le moment, être plus lucide à chaque geste, à chaque trait. Alors effectivement, il ne s'agit pas de vous bloquer, s'observer jusqu'à atteindre effectivement un niveau de concentration optimal. Et je vous parlais du flow auparavant, ça fait le lien avec le flow, c'est-à-dire que plus vous allez vous mettre dans de bonnes conditions, plus vous allez pouvoir atteindre justement ces niveaux de concentration et vous allez pouvoir surtout l'atteindre facilement à chaque fois, à chaque nouvelle séance. Augmenter votre lucidité, c'est faire une chose à la fois. Changer de tâche, être interrompu, ça nécessite effectivement de se reconcentrer. Souvent pendant au moins, ça c'est une moyenne, il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais pendant 20 à 25 minutes. Pendant 20 à 25 minutes, quand vous interrompez une tâche brutalement, il va vous falloir 20 à 25 minutes pour vous remettre pleinement dans ce que vous aviez à faire. Ce qui est une perte, quand on y pense, une perte d'énergie et une perte d'efficacité totale. Même si l'art, ça inclut pas l'efficacité, franchement, c'est une perte de temps. Beaucoup d'entre vous me disent qu'ils n'ont pas le temps de dessiner, ou c'est une donnée qui est très très importante, notre temps, puisque le temps, c'est la seule chose que l'on ne peut pas rattraper ou augmenter. C'est quelque chose qui s'égrène. Donc 20 à 25 minutes pour se reconcentrer, c'est énorme. Donc il ne faut pas faire la vaisselle, puis se remettre à dessiner, puis regarder la télé. Ça marche pas en fait. Ou ça marche très peu. Alors dans certains cas, vous pouvez dessiner sur un coin de table aussi, en faisant autre chose, en ayant la télé en fond, mais je préconise quand même au début d'avoir des séances qui soient intenses, même courtes, des sortes de sprints qui soient assez courts, quelque chose en vous enfermant finalement dans une bulle et en essayant d'avoir de ne pas être dérangé, de ne pas avoir de la musique, de mettre la musique trop forte, de ne pas parler avec des gens, puisque moi je vous parle quand je fais des tutos, effectivement j'ai l'habitude de parler en dessinant quand je vous fais des cours, mais c'est quelque chose qui est assez contre-productif, je dirais, au début. C'est quelque chose qui va interférer dans votre pratique et qui va troubler effectivement cette concentration. Interagir, parler, la musique trop puissante ou trop rythmée, il faut éviter absolument. Vous pouvez vous mettre un fond sonore par exemple quand il s'agit de musique, mais pas plus, quoi. Le dessin, c'est une énergie psychique énorme, il faut le savoir. L'activité cérébrale, ça représente une grosse dépense calorique et énergétique. Environ 25% de la consommation d'énergie énergétique du corps, c'est dû à la dépense énergétique de notre cerveau. Les ressources quotidiennes ne sont pas illimitées dans ce sens.
Et c'est pour ça qu'il est important d'en tenir compte et de bien les utiliser. Mais pour ça, il faut éviter toute interférence avec ce que vous faites au moment où vous le faites. Votre cerveau est monotâche. Le fait de faire plusieurs tâches en même temps, plusieurs choses en même temps, il y a des gens qui croient arriver à ça, mais ce ne sont pas des tâches créatives. Là, je serai un peu catégorique là-dessus, mais si vous me dites que vous arrivez à faire d'une main un tableau et de l'autre écrire un roman, eh bien, vous êtes un surhomme ou une surfemme, mais je pense que c'est impossible. Voilà. Même avec tout le talent du monde, ça fait appel sur le plan cognitif à des zones bien précises, à des aptitudes que l'on développe. Et le cerveau est monotâche, le cerveau créatif est monotâche par essence. Donc le dessin, c'est un espace de liberté, il y a un temps d'analyse et d'auto-analyse, c'est une expérience personnelle, presque intime, tout cet état de flow dans lequel vous vous mettez. Et le dessin en groupe, effectivement, n'a que très peu d'intérêt, selon moi, mais pas seulement selon moi. Pour les raisons que je viens de vous évoquer, l'interaction, le simple fait aussi qu'il y ait des gens autour de vous peut être énormément troublant, parce que si vous êtes inhibé, par exemple, si vous avez un peu... au début, on n'est pas tellement fier de ce que l'on fait, et on a du mal, alors c'est peut-être pas votre cas, mais peut-être que vous avez aussi du mal avec le regard des autres. Et le dessin en groupe, pour ça, est assez inhibant. Vous n'allez pas être dans le même état exactement. Vous n'allez pas pouvoir vous mettre dans la même bulle et trouver cet état de concentration en faisant abstraction du monde qui vous entoure, en fait. Donc le dessin en groupe avec un professeur, c'est bien s'il peut vous corriger, si le groupe n'est pas trop nombreux. Il va pouvoir passer, vous donner quelques conseils comme ça. Mais en réalité, c'est relativement peu efficace. Il vaut mieux être concentré tout seul et être pleinement conscient, parce que l'état de conscience, comme je vous l'ai dit, est très important. Être conscient de ce que vous faites, vous arriverez beaucoup plus à un résultat qu'avec un professeur qui va par-ci par-là vous corriger sans trop vous connaître. Une séance par semaine, des gens qui pratiquent en atelier, une séance par semaine ou deux, vous pouvez avoir des résultats comme ça, je dis pas, mais j'ai rien contre les professeurs de dessin. Il y en a des très bons. Mais pour vous, personnellement, sur un plan personnel, je pense que ça a un intérêt assez moindre. Donc l'apprentissage, bien apprendre, c'est basé sur la régularité et l'habitude pour mettre en place des automatismes. Notre cerveau fonctionne beaucoup comme ça. Il intègre et il ancre les choses au fur et à mesure qu'on les répète et elles deviennent naturelles, donc au bout d'un certain temps. C'est la même chose en musique, c'est la même chose dans plein d'autres disciplines. Cette régularité, elle est très très importante, cette habitude, elle est très importante à mettre en place. Vous allez répéter les mêmes gestes sur certains sujets. C'est pour ça que travailler les mêmes sujets, par exemple, c'est très bon. C'est un très très bon moyen de faire. Si vous avez un portrait à réaliser, par exemple, ne le réalisez pas une fois. Essayez de faire plusieurs esquisses du même modèle. Faire plusieurs esquisses du même modèle. Au fur et à mesure, vous allez intégrer les difficultés que vous avez eues sur la première version, puis améliorer à la deuxième version et la troisième, etc. C'est un conseil qui paraît tout bête, mais qui n'est pas suivi. C'est-à-dire que les gens aiment bien varier. Alors, je vais prendre un autre sujet à chaque fois et démarrer quelque chose d'autre à chaque fois. Oui, si vous faites ça, vous faites face à des problématiques différentes à chaque fois et c'est intéressant, mais aller creuser un sujet, surtout quand on débute 2 ou 3 fois, c'est quelque chose qui est hyper formateur, voire même 4 fois ou plus, sans y passer forcément des heures, mais vous cernez déjà, vous apprenez à concevoir et à voir toutes les difficultés qui s'articulent et qui vont être propres à ce sujet particulier. Donc, prenez l'habitude de travailler régulièrement et l'automatisme vient de la répétition de certains exercices et la répétition rythmiquement de certaines choses. Vous allez devoir alterner aussi les séances courtes, les séances longues. Tout ça, ça fait partie d'un processus et c'est quelque chose que vous allez devoir intégrer. Alors, il faut savoir rompre aussi ponctuellement avec ce système pour mieux y revenir, dans le sens où la routine et l'habitude peut être coupée brutalement
et il faut savoir se surprendre et se stimuler. Donc, quand vous en avez marre, par exemple, je sais pas, de faire des paysages, eh bien, passez au portrait, même si c'est pas du tout votre truc, votre discipline de prédilection, ça vous paraît impossible. Essayez. Essayez quelque chose d'autre ou essayez de faire des choses très courtes, de dessiner, de cerner un sujet que vous avez devant vous, une lampe, en 30 secondes. 30 secondes de dessin, c'est très court. Si vous avez l'habitude de dessiner 1h30 à chaque fois, eh bien, vous allez découvrir autre chose. Et donc, c'est très très bon de casser ces rythmes, justement, et d'en créer d'autres. La régularité, elle est dans la pratique générale, c'est-à-dire que la régularité, ça doit être pratiquer le dessin. Moi, je conseille et je préconise en général 20 minutes. 15-20 minutes. Je dirais 15, c'est un peu juste. 20 minutes, c'est l'idéal de pratique. Une fois que vous êtes chauffé, donc vous pouvez compter 30 minutes, 10 minutes d'échauffement pour entrer un petit peu en condition. Alors là, il ne s'agit pas d'atteindre le flow, évidemment, à chaque fois, mais le fait de faire une petite séance comme ça, de vous prendre 20 minutes à vous, c'est quelque chose qui est précieux et qui va vous faire énormément progresser au début. Ne croyez pas que vous avez besoin de séances de 2 heures, de 3 heures. Ça, c'est une idée reçue, en général, et j'en reviens au cours de dessin, là. En général, on travaille sur un projet, on travaille, à part sur le dessin de modèle, quand on fait du nu dans un atelier, effectivement, là, il y a des pauses courtes, on varie les pauses, et ça, c'est un super, super exercice, le modèle vivant. Mais hormis ça, on va travailler sur un tableau, par exemple, pendant assez longtemps, et on aura tendance à faire des exercices un peu longs sur 2-3 séances et qui n'amènent pas un résultat fantastique, amènent certes un résultat plus abouti, mais c'est rechercher, selon moi, la satisfaction immédiate. Alors que la satisfaction immédiate, on est content de ce qu'on a fait, mais vous auriez pu, avec certains exercices, en ancrant des automatismes, en travaillant l'habitude, vous auriez pu avoir quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus valorisant après coup, et pas dans le même laps de temps, pas dans le même temps, mais vous auriez beaucoup mieux progressé parce que votre cerveau aurait intégré des automatismes et de bons automatismes. Donc se surprendre, se stimuler, c'est un lien aussi avec la motivation, bien entendu. La motivation, c'est un moteur. Tout le monde ne l'a pas. Et surtout, tout le monde ne l'a pas tout le temps. Le manque de stimulation, c'est un facteur d'abandon. Quand on n'est pas stimulé dans ce qu'on fait, on a moins de plaisir, on est moins motivé, puis on abandonne. Voilà. Donc, varier de temps en temps, comme je vous le disais, changer de médium, changer de sujet, faire des choses un peu inhabituelles, jusque dans les exercices. Un exercice que je préconise dans mon bouquin, au hasard, le dessin à l'envers, par exemple. Le dessin à l'envers, c'est quelque chose de très troublant, mais qui finalement permet une analyse abstraite des choses. Vous retournez un sujet, retournez une image et essayez de la représenter. Ça permet une analyse totalement abstraite des choses. Vous oubliez un petit peu le sujet et ça vous trouble. Mais de ce trouble intervient des choses déjà d'observation. Vous observez les lignes telles qu'elles sont. Ça vous permet d'être beaucoup plus lucide par rapport à l'image que vous avez parce que vous oubliez la signification de l'image. Ça, c'est un exemple comme un autre. Je ne vais pas développer là-dessus. Mais c'est dans mon bouquin. Je vous mettrai le lien de mon livre, effectivement, en description si ça vous intéresse. Je suis pas là pour faire de la pub, mais si ça vous intéresse, il y a énormément d'exercices pour travailler sur le plan cognitif, le dessin, et développer vos aptitudes à voir et à ne plus voir de manière logique, spécifiquement, mais à voir les choses de manière beaucoup plus instinctive et travailler les capacités à voir avec le cerveau droit. Alors, je me répète, mais surtout ne pas travailler sur une chose pendant longtemps au début. Ça, c'est une donnée importante, ça n'apporte que très peu de résultats sur le plan pédagogique au début. Vous n'avez pas besoin de séances de 3 heures. Donc ça, c'est une idée reçue. Il faut beaucoup travailler, oui, pour réussir en dessin. Je ne vous dis pas le contraire, mais c'est pas en vous chargeant avec des séances de 3 heures que vous ne pourrez pas tenir ou faire une séance ponctuelle de 3 heures, par exemple, tous les 15 jours. Il vaut mieux pratiquer le dessin, plus régulièrement, étalé sur la semaine ou étalé sur 15 jours, mais faire plusieurs séances de 20 minutes, c'est beaucoup, beaucoup plus efficace pour se muscler. C'est exactement comme un exercice de musculation. Travailler ses muscles, c'est pas le faire une fois par mois ou une fois très longtemps, une fois tous
toutes les semaines, c'est le faire un petit peu chaque jour et dans un volume moins important chaque jour, et vous allez pouvoir stimuler davantage les muscles, et c'est exactement la même chose dans une discipline comme le dessin. Donc pour conclure, finalement, on va revenir à ce qu'on avait abordé au début, c'est l'essai. L'essai et la recherche, c'est la clé de l'apprentissage. Il faut tester différents supports, différentes matières, différents rythmes, différentes sortes d'exercices. Si vous êtes bloqué, passez à autre chose. Si vous êtes bloqué avec votre crayon, prenez un fusain ou prenez un feutre et variez, faites un autre exercice totalement. Les sujets eux-mêmes sont moins importants. Au début, quand on apprend, on croit à l'importance du sujet. Ah, mais dessiner une lampe ou dessiner un vase, c'est pas très fun. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui veulent dessiner des portraits ou des personnages. Dessinez aussi des portraits ou des personnages. Mais pour vous stimuler, justement. Faites ce qui vous plaît. Mais surtout, faites-le en variant le rythme, en variant le médium et en variant les exercices. En ce qui concerne la pédagogie, le sujet lui-même n'est absolument pas important. Voilà. Tout ce qui vous permet de mieux voir, voir les angles, voir comme un dessinateur, avoir l'œil du dessinateur, le coup d'œil comme on dit, c'est de la perception. Et pour aiguiser votre perception, le sujet n'a absolument aucune importance. Voir les espaces vides, voir les lignes, voir les angles tels qu'ils sont, ne dépend pas du sujet que vous allez traiter. Voilà. Alors pour ce qui est des exercices, pour ce qui est des rythmes de travail, je suis en train d'élaborer un programme. Donc je suis encore en création et ça sortira bien après, je pense, l'enregistrement de ce podcast. Je vous en parlerai plus tard. En attendant, sachez que le podcast Radar que je fais aujourd'hui dépend effectivement du site Dessin Création et de la chaîne Léo Dessin Création. Donc, si vous ne me connaissez pas encore, allez voir sur Léo Dessin Création. Là, vous avez des vidéos et des tutos pour apprendre le dessin de manière technique et je traite pas mal de sujets avec des vidéos beaucoup plus courtes, celles-là. Voilà, donc si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Il est disponible ou il sera disponible sur toutes les plateformes. Ça dépend à quel moment vous allez l'écouter et où vous allez l'écouter. Mais laissez une évaluation, laissez un commentaire. C'est la meilleure façon de soutenir ce projet. J'ai été très content de faire ce premier épisode. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!